Madame Mesdaghi a donné son pouvoir à M. Benkoff, mais qui n'est pas encore là. Je propose de passer à l'approbation du PV du conseil municipal du 17 mai 2017. Je ne vois pas de doigts se lever, donc je n'ai pas de remarques. Point suivant, le compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de l'article L 2922 du CGCT. Monsieur Saint-Pénère. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, j'aurais souhaité avoir un peu plus de précision concernant la délibération 341 du 3 mai 2017, pour quel type de livre et le montant. Je souhaiterais également avoir les montants des délibérations 210, 286, 378, 379, 380, 381, 382. Je continue, je souhaiterais également savoir, alors c'est juste pour information, je vois que les décisions 333, 369, 370 et 371 qui sont relatives à une prestation de service pour un spectacle à Rennes, il y a toutes les cartes sont toutes les cartes dans la direction d'une société de production qui est la même, JMD Production. Donc c'est bien, est-ce que c'est avantageux, est-ce qu'on a eu un prix, est-ce que voilà, c'est une question. Oui. Non mais c'est bien, en plus c'est des spectacles sympas, il y a le point virgule de sa rentrée. Franck Ferrand, à part contre Marie Richard, c'est pas le même. Voilà. Et dernier point, la décision 422, décision relative au mandatement du cabinet LV Avocats Associés pour le contentieux qui oppose la commune au préfet des Yvelines à propos de l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017, au terme duquel la demande de permis de construire portant changement de destination d'un bâtiment en vue de créer le nouveau centre culturel musulman de Mantes-la-Ville a été refusée. Donc je voudrais savoir, c'est pas relatif spécialement à cette décision. Merci. C'est pas relatif spécialement à cette décision, mais il y a énormément de contentieux avec, que ce soit la MMS, que ce soit le département, là c'est le préfet, il y en a énormément. Donc je voudrais que vous me fassiez parvenir le coût, que ce soit en avocat ou en indemnité, de toutes les procédures que vous avez engagées depuis le début de votre mandat, s'il vous plaît. Je vais vous répondre, monsieur Visapaner. Alors, pour le dernier point que vous venez d'évoquer, la décision dont vous parlez, la 422, correspond à un mandatement. C'est-à-dire, J'ai bien compris, monsieur le maire, ce que je vous dis. Oui, non, mais je suis précis. Sur les coûts le coût global de toutes ces procédures juridiques qui sont diverses et variées, et que d'ailleurs nous n'avons pas toujours, contrairement à ce que vous indiquez, engagé. C'est-à-dire que c'est au contraire souvent la préfecture des Yvelines ou bien l'association musulmane par exemple. C'est suite à la décision que vous prenez. Oui, mais bon, c'est pas moi qui m'engage dans une procédure juridique, puisque je rappelle aussi qu'effectivement, il y a plusieurs affaires, pour ne prendre que le contentieux avec la NMS, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, puisqu'il y a à la fois la question de la préemption de la trésorerie, il y avait toutes les questions liées au permis de construire liées à cette même trésorerie, il y a aussi un contentieux en ce qui concerne l'expulsion du pavillon à Salengro, qui se fait toujours illégalement, et qui ont d'ailleurs, et dans lequel également il y a eu des travaux sans autorisation. J'indique d'ailleurs au conseil municipal, puisque la presse locale ne s'en est pas fait l'écho, et c'est bien dommage, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information, puisque nous en tout cas on n'a pas donné, mais nous avons eu une bonne nouvelle de ce côté-là, concernant le pavillon Salengro. Ensuite, sur le département des Yvelines et de tout ce qui concerne le CEDOR, là on défend aussi l'intérêt général des membres du doigt, donc c'est délicat de me le reprocher. Le fond, je vous demande simplement combien ça coûte, que ce soit en coûts d'avocat, qui sont quand même, à mon avis, assez élevés. Oui, ça coûte beaucoup. Voilà. Mais l'autre nouvelle, bonne ou mauvaise selon les points de vue, en tout cas l'autre nouvelle, c'est que ça va sans doute très bientôt s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a
Nous avons fait appel, par exemple, concernant la décision de traction, parce que nous avions perdu en première instance, rappelez-vous, au tout début du mois de septembre 2016. L'audience en appel aura lieu le 30 juin de l'année 2017, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, quelle que soit la nature des décisions finales, à moins d'un retournement de situation, nous devrions bientôt voir la fin du tunnel, à la fois sur Salengro, sur la trésorerie, par exemple. D'accord. Bon, voilà. Je vous Je remercie. vais vous répondre sur les autres points, si vous souhaitez Oui, maintenant. pour une semaine prochaine, vous m'envoyez les éléments? Bah si, S'ils sont prêts, oui, mais si nous n'avons pas terminé, ça va plus tard. Oui. À la rentrée. Non. On ne va pas vous donner de mauvaises. Non, essayez un petit Pendant peu. les vacances? Oui, pendant les vacances. On va essayer. Merci bien. Monsieur Affan? Bonsoir, monsieur le maire. Une petite précision, parce que vous avez fait état d'un mandatement. Est-ce que ça consiste au fait que vous avez autorisé un cabinet d'avocat à faire appel? Je pense que vous faites état de la dernière ordonnance du tribunal administratif. C'est bien ça dont il s'agit, c'est la dernière ordonnance de début juin 2017, laquelle a considéré effectivement que la requête qui avait été présentée par l'État était justifiée. Oui, ça concerne bien le permis de construire. Ouais. Et qu'on a refusé dans un premier temps en 2014, ils ont déposé un second permis de construire. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que juste vous avez mandaté l'avocat de la commune pour faire appel de la dernière ordonnance du tribunal administratif? Ouais, bon, Si, ce soir. Bah si, vous allez me répondre. Vous avez des délais de procédure, vous l'avez mandaté, pourquoi? La question est simple, monsieur le maire. Pour le déféré du préfet, qui est très récent, et qui est une décision, je le rappelle, Donc vous faites appel de l'ordonnance, laquelle a enjoint à la commune de pouvoir répondre favorablement sous astreinte, c'est bien ça? Non, pas forcément. On peut mandater un cabinet pour avoir un conseil. Également. Donc on ne sait pas. Vous faites appel, pas appel. Vous le saurez très bientôt. Bah, j'espère bien, parce que j'aimerais bien être informé quand même des voies de procédure que vous avez. Bien sûr, mais on étudie encore la question. On a le droit de réfléchir avant de prendre une décision, et a fortiori, avant de la faire savoir et de la faire connaître publiquement. Vous avez des délais sont courts, monsieur le maire, en Bien matière sûr. d'ordonnance. Je sais. Donc je vais répondre, si vous le permettez maintenant, aux questions concernant les montants de M. Lizatener. Donc la décision 210 qui concerne la conclusion d'un marché pour un diagnostic amiante et plomb. Donc c'est un montant maximum annuel de 150 000 € hors taxe, avec une durée initiale de 1 an reconductible 3 fois, la 341. Donc c'est un marché concernant une fourniture de livres non scolaires pour la commune de Mantes-la-Ville. Donc c'est un montant minimum de 3 000 €. Alors je n'ai pas le montant précis, mais là on me donne une fourchette entre 3 000 et 29 999 € hors taxe, puisque au-delà je pense qu'on sera obligé de conclure sans doute un autre type de marché. C'est quel type de livre vous avez demandé également? Oui. C'est uniquement pour la bibliothèque Jean Anouilh. Tout type, autant pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Et je précise qu'on a choisi une librairie située au centre-ville de Mantes-la-Jolie pour soutenir les commerces locaux de l'agglomération. Voilà, comme on essaie toujours de le faire, quand la loi nous permet, vous savez que les marchés publics sont très encadrés, et à chaque fois que nous avons la liberté de choisir, nous faisons travailler les communes de Mantes-la-Jolie en priorité, et quand il n'y a pas d'opportunité sur la commune même, on choisit des entreprises, des artisans, des commerçants de l'agglomération. La décision 286, donc un prestataire pour Festiville. Donc là, le montant est de 5 833 € et 33 centimes hors taxe. La 378, là, je vous donne que le montant pour l'aide au public, 890 € TTC. 379,
2535 euros et 31 centimes hors taxe, 380 1846 euros et 50 centimes. Je précise que c'est non assujetti à la TVA. 381, décision 381, montant de 720 euros PTC. Décision 382, 583 euros et 33 centimes hors taxe. Voilà. Et donc, on vous a répondu concernant les décisions qui sont relatives à la diffusion de marché avec une société de production, génie des productions. Donc effectivement, nous avons eu des prix tout à fait intéressants. Je vais vous les donner rapidement. Pour le point virgule que ça tournait, 10 000 euros hors taxe. Pour Franck Ferrand, 10 000 euros hors taxe. Pour Derino, ce sera 8 000 euros hors taxe. Et pour le spectacle Les Coquettes, 9 500 euros également hors taxe. Voilà, j'ai tout dit. Je vous en remercie, monsieur le maire, et j'attends donc votre retour sur les montants. Merci. Je vous remercie. Il me reste à nommer un secrétaire de séance, monsieur Lenfoch. Je vous remercie. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Ah pardon, madame Guilaine, je sais pas. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, ce conseil était prévu pour le 28, il a été déplacé à ce soir 21. Est-ce que vous pourriez m'enlever un doute? Est-ce que ce serait pour remplacer la fête de la musique à Mantes-la-Ville? Alors moi, ce que je vous propose, madame Guilaine, c'est, comme c'est le jour de la fête de la musique, c'est d'arrêter de faire votre cinéma. Et nous en resterons là. Mais non, c'est pas calme. Monsieur le maire, s'il vous plaît, j'ai toujours été correcte avec vous, donc je vous demanderai de l'être aussi. Je vous pose une question, est-ce que vous pouvez répondre? Alors je vais la préciser, puisque peut-être vous ne l'avez pas compris comme je l'ai formulé. Pourquoi n'y a-t-il pas de fête de la musique à Mantes-la-Ville ce soir? Votre question était ironique, je vous ai répondu sur le même ton. Il y a un certain nombre de Mantevillois qui ont souhaité participer à leur manière à la fête de la musique. J'ai délivré au moins un arrêté, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, à ma connaissance, si j'ai bonne mémoire. Voilà, je ne sais pas si c'est une grande tradition de fête de la musique auparavant, mais en tout cas, pour cette année, nous n'avons pas proposé une animation de ce type, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'y en aura pas les années prochaines, mais sachez qu'à la fois en raison toujours du contexte d'état d'urgence et du plan Vigipirate, toutes les manifestations, a fortiori s'il y a à plusieurs endroits à Mantes-la-Ville, c'est très difficile à sécuriser. Si on prend la responsabilité de laisser libre cours à ce type de manifestation, donc il faut les sécuriser, ça coûte de l'argent. Voilà, je ne vais pas développer, mais voilà ma réponse. Donc le premier point à l'ordre du jour, mesdames et messieurs, alors je vous propose de commencer par la délibération de principe concernant le retour à la semaine de 4 jours. Nous vous l'avons envoyé par mail il y a quelques jours, parce qu'il ne faisait pas partie du dossier initial, puisqu'on nous a chaudement recommandé au niveau de l'éducation nationale de faire passer cette délibération et donc de proposer en quelque sorte un débat au sein du conseil municipal. Donc je pense que vous avez tous eu le temps d'en prendre connaissance. Je vais simplement relire la déclaration parce qu'elle est très courte. Donc, Monsieur le Président de la République a indiqué sa volonté de permettre aux communes de revenir au rythme scolaire de 4 jours pour les communes qui le souhaitent, dès la rentrée de septembre 2017, considérant que les directeurs des écoles ont été consultés le 23 mai 2017 et qu'ils ont émis la volonté d'un retour à la semaine de 4 jours, considérant que l'ensemble des parents d'élèves ont été consultés également le 23 mai 2017 par un courrier pour avis et ont fait un retour à 89% favorable à un retour à la semaine de 4 jours, considérant que la commune a demandé l'accord de M. le ministre de l'Éducation nationale et de M. le directeur académique du service de l'Éducation nationale de Yvelines, en vue d'un retour à la semaine à 4 jours à la rentrée de septembre 2017, eh bien nous pouvons proposer au conseil municipal de ce soir de revenir dès septembre à la semaine de 4 jours. Je précise, puisque ce sont les deux faits nouveaux qui nous permettent de valider et d'obtenir une réponse par écrit pour en quelque sorte
valider également notre décision de permettre d'informer les familles avant qu'elles ne partent en vacances. Donc il nous reste à envoyer, mais d'ailleurs c'est ça, tout l'inspectrice qui le fera dans 300 du côté, donc d'envoyer les procès-verbaux des différents conseils d'école qui se sont tenus jusqu'à présent. Il y a encore deux, je crois, qui ne se sont pas tenus, mais ça devrait arriver très vite. Et donc cette délibération qui sera envoyée dès qu'elle sera passée au contrôle de légalité, donc également à la direction académique. Moi j'ai eu un rendez-vous téléphonique hier avec l'adjoint du directeur académique concernant cette question. Donc il m'a indiqué qu'il était juste en attente à la fois de ce retour des PV des conseils d'école et à la fois aussi la parution au journal officiel du décret pour nous permettre de revenir sûr et définitive à ce retour à 4 jours. Donc ça devrait survenir soit en fin de semaine, soit en tout début de semaine prochaine, nous l'espérons. Et donc je vous propose, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, de prendre la parole sur ce sujet. Monsieur Gaspanou. Oui, moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer en tant que directeur, j'ai eu l'occasion d'en reparler en commission scolaire. Je trouve qu'ici, il n'y aura pas de débat, puisqu'on est les derniers à être consultés. Les courriers sont partis, vous avez déjà eu des échanges avec l'inspection académique, vous avez déjà écrit au ministre de l'Éducation nationale. Donc je vois pas ce qu'on va délibérer ici. Je trouve qu'au niveau démocratique et au niveau démocratie locale, c'est un peu... Bon, il y a peut-être un calendrier contraint et forcé, mais on aurait pu faire un conseil municipal privé. On aurait pu être convié, ou on aurait pu, avant que les courriers partent, on aurait pu prendre l'avis du conseil municipal. Parce que vous mettez quand même que c'est la commune, mais la commune, c'est pas que vous, c'est pas que moi, c'est l'ensemble du conseil municipal, c'est l'ensemble de... Donc là, on arrive aujourd'hui, tout est bouclé, on nous dit qu'on va faire un débat. Je ne vois pas où va être le débat. Alors effectivement, M. Gaspanou, il ne s'agissait pas de tendre le bras au conseil municipal. Le calendrier, vous l'avez dit, était très contraint, tout s'est enchaîné très vite. M. Bizintaner avait anticipé, je vous le rappelle, avec une question diverse, juste après les élections présidentielles. Donc dès la fin du mois de mai, on a organisé tout de suite une réunion avec si j'ose dire, les principales personnes concernées, à savoir les directeurs d'école et d'éducation nationale. On a immédiatement aussi demandé l'avis des parents d'élèves. Et ensuite, c'est vrai que ça survient quelques jours après, peut-être trop longtemps selon votre groupe, aux élus de Mantes-la-Ville. Donc il se trouve que le conseil municipal de Mantes-la-Ville avant l'été était prévu fin juin. Bon, s'il avait été prévu début juin, peut-être que vous n'auriez pas fait cette remarque, mais voilà, on a estimé qu'il n'était pas forcément utile d'avancer uniquement sur cette question le conseil municipal de Mantes-la-Ville, d'autant plus que voilà, l'avis des élus m'intéresse également, mais c'est surtout les parents d'élèves et l'avis des enseignants qui m'intéressent. Et pour connaître quand même bien le fonctionnement des écoles à Mantes-la-Ville, pour faire moi-même beaucoup de conseils d'école depuis 3 ans, je connaissais très bien l'avis des enseignants et ceux des parents d'élèves. Je n'ai pas été surpris par cette écrasante majorité, tant du côté des enseignants, quasi unanimité, que des parents d'élèves, largement plus de 80%. Donc chacun peut s'exprimer, chacun peut persister et signer et continuer à défendre, s'il le souhaite, la réforme des rythmes scolaires. Mais voilà, effectivement, on n'ira pas plus loin que ça, parce que je ne vois pas pourquoi on irait contre la volonté de 1300 familles, de plus de 2500 élèves, et de je ne sais combien d'enseignants à Mantes-la-Ville, dont vous faites partie. Oui, je fais partie, j'ai donné, vous connaissez ma position, c'est la manière que je dois être très claire par rapport à ça. J'ai dit juste que, comme vous le dites, le président de la République donne aux communes la possibilité de,
En définitive, comme vous le dites aussi, vous connaissez l'avis pour faire beaucoup de conseils d'école, l'avis des enseignants, l'avis des parents d'élèves, vous avez pris l'avis, mais est-ce que vous connaissez l'avis de votre conseil municipal? Or, c'est cet avis-là qui va être... Bien sûr, alors nous avons la chance et l'honneur et le privilège d'avoir parmi nos conseillers 2 directeurs d'école, donc je ne vois pas comment et pourquoi ils pourraient exprimer une opinion différente ou une position différente entre leur statut d'enseignant et leur statut d'élu, soit de l'opposition ou de la majorité d'ailleurs. Les 2 directeurs ne sont que 2 conseillers Bien municipaux sûr. parmi d'autres. Bien sûr, mais après... Les autres conseillers municipaux peuvent... je ne sais pas s'ils ont un avis éclairé. Il faudrait qu'ils soient parents d'élèves avec des enfants en âge d'aller de 3 ans à l'école, de 3 ans à 11 ans. Après, on peut avoir un avis théorique. On n'est pas obligé d'avoir des avis éclairés par le conseiller municipal. On participe à la vie. Bien sûr, mais chacun est libre de dire ce qu'il a à dire. Moi, je vous dis que la quasi-unanimité des enseignants et plus de 80% des parents d'élèves qui vivent au quotidien. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir fait vite, puisque le temps est très contraint, puisque je vous rappelle qu'évidemment, si on prend la décision de revenir à 4 jours, il ne faut pas prendre la décision le 15 août pour être prêt le 1er septembre. Il faut la prendre dès maintenant. Il faut pouvoir informer en temps et en heure tous les parents d'élèves parce que ça a un impact sur leur organisation familiale, professionnelle, etc. Donc tout ça, évidemment, si on va vite, c'est pas pour rien. Ça s'explique et ça se justifie tout à fait. Et ensuite, vous n'allez pas me reprocher d'être un élu de terrain qui fait beaucoup de conseils d'école et de connaître la vie des gens. Ils ont eu l'occasion de l'exprimer à de très nombreuses reprises lors de ces conseils d'école. Alors on peut y piloter, si on peut débattre pendant des heures si vous le souhaitez, mais je pense que ce serait un débat tout à fait stérile. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Vizentener. Oui, monsieur le maire. Alors, c'est vrai que sur le principe, je partage l'avis de monsieur Gaston, on aurait pu être consulté, mais je partage également le vôtre sur le fait que ce n'est pas à nous, conseillers municipaux, de décider ce qui est bon pour les parents d'élèves et les élèves. Si eux ont donné leur accord, il faut le suivre. Nous, notre avis, il est que facultatif. On est là juste pour entériner la délibération. Oui, je suis un peu de votre avis. C'était en quelque sorte un référendum, une consultation civique et citoyenne. Les parents d'élèves se sont exprimés. Moi, je ne vois pas, enfin, c'est ce qu'on essaye, on ne peut malheureusement pas consulter tous les Languillois à chaque fois pour toutes les prises de décision, bien entendu, mais un élu, il est là pour défendre l'intérêt général et aussi pour représenter sa population. Quand vous avez une très grande majorité qui se dessine concernant une décision de ce type, je n'imagine pas qu'un élu puisse s'exprimer ici ce soir pour dire non, la réforme des rythmes scolaires c'est très bien, il faut l'imposer aux emplois qui n'ont rien compris. Ouais. Peut-être que Mme Brochot va le faire parce qu'elle a fait la main, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une loi qui a été prise par un gouvernement socialiste, elle a fait l'unanimité contraire. Est-ce que la fidélité à ce mouvement politique va aller jusqu'à aller contre l'avis de tout le monde ce soir? Moi, je laisse chacun libre et responsable de ses propos. Je dirais simplement qu'il y a des communes qui ont mis en place la politique des rythmes scolaires correctement. Par exemple, dans certaines communes, les enfants étaient libérés le vendredi après-midi pour faire de l'équitation. Et je peux vous assurer que dans ces communes-là, qui ont fait le travail qu'ils ont mis en place, les parents regrettent la fin de cette Pour Montpellier, je comprends tout à fait que les parents n'aient pas envie de mettre leur enfant à l'école le mercredi matin, sortir les enfants à 15h45, c'est pas une contrainte. Donc je comprends tout à fait l'avis des parents de Montpellier, des enfants montpelliérois. Et comme effectivement, je comprends aussi cette délibération de revenir dessus, puisqu'à Montpellier, vous n'avez rien fait pour la mise en place de la loi sur les rythmes scolaires. Merci Madame Brochot. Je ne répondrai pas, je ne vais pas relancer le débat. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
point numéro 1 à l'ordre du jour, qui concerne le service des ressources humaines, création de 5 postes saisonniers dans le cadre du dispositif Job d'été 2017, et je cède la parole à Mme Montero. Dans le cadre du dispositif Job d'été 2017, piloté par le point Information Jeunesse, il est proposé la création de 5 postes. Ces postes sont ouverts pour un besoin saisonnier, pour période de 10 jours travaillés à temps non complet, à raison de 45 heures par période. Ils sont répartis comme suit: 3 postes d'adjoint technique du 10 au 21 juillet 2017 et 2 postes d'adjoint technique du 7 au 18 août 2017. Délibération habituelle à cette période de l'année, Madame Vilaine. Vous pouvez nous rappeler combien ils étaient l'année dernière et Le même nombre. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur C'est-à-dire, Madame Vilaine, que ces jeunes qui viennent travailler, hein, c'est l'occasion de leur donner une petite expérience. Ils vont travailler dans les jardins de la commune, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre quelque chose. Si on prenait des jeunes pour les mettre dans un bureau dans le temps imparti par cette période, je ne pense pas qu'ils apprennent grand-chose. Donc on n'a pas besoin de plus de 5 jeunes. Et l'année dernière, ils étaient ravis et on essaie de recruter des jeunes de la commune. Voilà. Non, je précise, c'est exclusivement réservé aux jeunes de la commune. C'est d'ailleurs exclusivement la commune. Ça a toujours été comme ça, c'est une règle à laquelle nous devons respecter ces communes. Monsieur Visapener, pardon. Madame Furlan-Montero, vous dites qu'elle offrait du travail à des jeunes. Bon, désolé, des périodes de 10 jours à raison de 45 heures par période, ce qui fait 4h30 par jour, j'appelle pas ça offrir du travail. C'est pas un travail, c'est un job d'été. Oui. C'est une occasion de leur montrer comment se passe le monde du travail, de leur offrir la possibilité de comprendre, par exemple, comment on plante, ça peut être un bois, une fleur, machin, tout ça. C'est une occasion. En 4 heures, on peut faire un certain nombre de choses quand même. Hein. Bon, dans un jardin, ils sont là, ils apprennent quelque chose, ils seraient dans un bureau, ils n'apprendraient rien en si peu de temps. Là, c'est l'aumône que vous leur proposez. 10 jours à 4h30 par jour, c'est l'aumône, c'est pas des jobs d'été, désolé. C'est exactement les mêmes modalités l'année dernière, je pense, dans les dispositifs précédents. D'autres remarques? Madame Brochot? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y avait de jobs d'été il y a 5 ans, 10 ans par exemple? Alors quand nous sommes arrivés, c'était 30, je crois. Il y a 10 ans ou 15 ans, je n'en sais rien. C'était 60. Donc vous avez vous-même réduit de moitié durant le dernier mandat. Mais vous avez réduit à 5 postes. Et c'était aussi une façon, au-delà de mettre les jeunes au travail, c'était aussi les occuper pendant l'été. C'était souvent leur premier emploi, c'était premier entretien d'embauche, c'était tout un travail qui était fait. Donc vous comprendrez que 5 jobs d'été, c'est vraiment la misère, donc on ne vote pas contre cette délibération. Pas contre le fait qu'il y ait 5 jeunes de prix, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Je vous remercie pour votre intervention. Pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Donc le groupe de Madame Brochot. Y a-t-il des abstentions? Le groupe de Monsieur Visapener. Je vous remercie. Point numéro 2, renouvellement de la convention de mise à disposition d'un service de médecine préventive par le CIG, toujours Madame Furlan-Montero. La mise à disposition d'un service de médecine préventive par le CIG pour une collectivité nécessite une convention entre le président du conseil interdépartemental de gestion et l'autorité territoriale. La collectivité de Mantes-la-Ville souhaite renouveler le conventionnement mis en place depuis le mois de mars 2014. Un local médical est mis à sa disposition pour recevoir les agents de la ville de Mantes-la-Ville. Les conditions financières préalablement définies à l'article 6 de la dite convention instaurent un système de vacation horaire dont les tarifs seront fixés et révisables chaque année. Pour l'année 2017, la dépense est fixée à 62 € par vacation du médecin et 62 € par action en milieu de travail. Cette mission s'articule autour de 2 activités principales: surveillance médicale, action sur le milieu du travail. Afin de bénéficier de cette prestation, une convention d'une durée de 3 ans doit être renouvelée entre la collectivité de Mantes-la-Ville et le CIG. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, monsieur le maire.
il va bientôt se faire que les agents de la collectivité ne seront vus par la médecine du travail que tous les 5 ans. Donc c'était très important de pouvoir continuer et renouveler cette convention pour que nos agents soient suivis médicalement de façon importante. Merci Monique pour cette précision, effectivement. C'est une délibération également habituelle que nous avons déjà passée depuis 2014. Monsieur Afan, Jean-Marc. Une petite question, j'aimerais savoir ce que représente le coût de la médecine du travail pour la collectivité sur une année. S'il vous plaît. On vous le dit dans 5 minutes. Merci. D'autres remarques ou questions? Non, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3. Indemnité de fonction des élus. Bien que les fonctions électives soient gratuites, article L 2123-17 du CGCT, le statut de l'élu prévoit le versement d'indemnités de fonction aux titulaires de certains mandats. Ces indemnités visent à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. L'octroi de ces indemnités nécessite une délibération fixant ainsi le montant des indemnités en pourcentage de la base de référence. Ces indemnités de fonction ne peuvent être versées qu'en contrepartie de l'exercice effectif d'une fonction élective, la fonction de maire ou la fonction d'adjoint ayant un arrêté de délégation du maire. Une enveloppe indemnitaire globale est calculée pour connaître le montant attribuable qui correspond aux indemnités maximales du maire et des adjoints, augmentées des éventuelles majorations prévues par le CGCT. Selon les dispositions de l'article L 2123-22, le conseil municipal peut voter des majorations d'indemnités de fonction en raison du statut de chef-lieu de canton ou du bénéfice de l'attribution au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Au terme de l'article R 2123-23 du Code, ces majorations peuvent s'élever dans les limites suivantes. Dans les communes chef-lieu de canton à 15%, dans les communes ayant été attributaires de la dotation de solidarité urbaine, les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites de la strate démographique immédiate supérieure, soit 110% pour le maire et 44% pour les adjoints au maire. Il est proposé de retenir la seconde majoration. Merci Monique. Je réponds à votre question précédente, Monsieur Afan. Donc la médecine préventive pour l'année 2016, ça a coûté 16 834 € à la commune de Mantes-la-Ville. Je peux profiter de ce temps de parole, Monsieur le maire, pour apporter 2 observations sur la délibération numéro 3, concernant les indemnités des fonctions des élus. Oui. Premier point, on ne peut que regretter l'absence de transparence, parce que je pense que pour que la délibération puisse être intelligible, on aurait pu penser ou espérer que vous puissiez mettre effectivement le montant des indemnités annuelles ou mensuelles, de manière à ce que ce soit un peu plus explicite, ne serait-ce que pour vos administrés. Et deuxième petit point, donc je crois que l'indemnité mensuelle pour le maire, ça doit être un truc comme 24 232 €, je crois. Non, peut-être qu'il y a une corrigée, je ne sais pas. Et le deuxième petit point, j'ai regardé l'article 3, je n'ai pas compris pourquoi le 4e adjoint a 41% de la dispute terminale de traitement de la fonction publique et les autres adjoints 44%. Alors, je ne sais pas quels sont les critères de détermination. Je vais vous répondre. Bon, sur les montants, il n'y a aucune obligation de le mettre dans la délibération, mais je peux vous répondre, en tout cas en ce qui le concerne, pour la dignité du maire. Donc elle est plus élevée que le chiffre que vous avez indiqué. Je crois que je ne pourrais pas vous donner le montant précis d'ailleurs. Bon, après, ça dépend si on parle en net ou en brut, etc. C'est juste pour rendre compte à nos administrés. Oui, mais c'est quelque chose qui est sûr. Il n'y a pas de spécificité à Mantes-la-Ville. C'est une commune de 20 000 habitants, donc ça dépend de la strate et ça dépend aussi de la DSU, voilà, etc. Donc mon indemnité dépasse en brut les 3 000 €, me semble-t-il. Concernant votre seconde remarque, concernant le niveau des montants des indemnités des adjoints, elle s'explique de la même façon que pour celle du maire qui n'est pas au montant maximum, qui est 110%. Les élus ont la possibilité, les élus qui perçoivent une indemnité ont la possibilité de transférer à un autre élu
une partie de leur indemnité. Voilà, pour compenser. Ça sort pas des délibérations, ce transfert de. Bah, c'est pas très clair. Si, puisque si vous remarquez, un adjoint perçoit plus de 44%. Oui, il y en a un qui perçoit 49, un autre qui perçoit 41. Donc c'est ça que je me disais, effectivement, je crois que cette distorsion au sein des. C'est un choix en prévu. Voilà. Pour ça. C'est un choix en prévu. J'aime bien les critères objectifs, sinon on doit appliquer quelque chose au détriment de quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu. Eh bien, il y a des marges que l'on ne peut pas dépasser, mais ensuite, les élus ont la possibilité de transférer une partie de leur indemnité à un autre élu. Ça, c'est dommage pour un. C'est comme ça. C'est leur choix, c'est de la cuisine interne, ça ne regarde que J'espère que c'est bien le choix de l'un de vos élus. Oui, oui, il n'y a pas eu de séance de torture pour soutirer. Sur le débat. Monsieur Viantener. Monsieur le maire, au 1er janvier 2017, l'augmentation de l'indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction passe de 1015 à 1022. Au 1er février, la majoration de la valeur du point d'indice de la fonction publique est augmentée de 0,6%. Donc ça, ce sont des augmentations, je dirais, classiques décidées par l'État. Toutefois, pouvez-vous me justifier l'augmentation de votre indemnité qui passe de 100,06% de l'indice brut de 2015, ce qu'on avait voté lors de votre prise de fonction, à aujourd'hui 107,08% de l'indice brut terminal de traitement qui est 1022. Donc, ça veut dire que vous prenez une augmentation de 7% en plus de ce qui est légal, et ce qui fait... Je crois que vous n'avez rien compris, monsieur Viantener. Ah, attendez. Ce qui n'est pas la première fois, d'ailleurs. Mais... 100,06% de l'indice brut, et vous passez à 107% de l'indice brut, désolé, pour moi, il y a une augmentation. Le maximum légal est 110%. À aucun moment, je dis que c'est illégal. Je demande pourquoi... Si, vous venez de le dire. Non. Ah si. Si, vous venez de le dire. Je vous demande pourquoi vous prenez 7%. Je vais vous faire la même réponse que pour monsieur Affan. Les élus qui perçoivent une indemnité ont la possibilité de transférer une partie de leur indemnité. J'ai fait le choix, au début du mandat, de transférer une importante partie de mon indemnité à un autre adjoint. La délibération que nous passons ce soir a été l'occasion de repenser en quelque sorte cette question de la répartition des indemnités. Je vous rappelle qu'au-delà de l'augmentation de l'indice concernant les élus, il y a aussi le décès d'un adjoint et son non-remplacement qui nous obligeait de toute façon de redéclarer, puisque je vous rappelle que 2010 percevait également une indemnité. Donc l'enveloppe globale qui était allouée à tous les élus qui percevaient l'indemnité a été réduite, puisqu'il y a un adjoint en moins. Pour autant, je vous demande pourquoi vous vous augmentez de 7%, ce qui représente 300 € par mois. C'est la cuisine interne, ça ne vous regarde pas. Ah bah désolé, si, ça nous regarde. Non, ça ne vous regarde pas. Non, ça ne vous regarde pas. Monsieur le maire, aujourd'hui, depuis 3 ans, vous avez baissé toutes les subventions aux associations. C'est un accord entre le maire... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Quand je parle, vous m'écoutez. Donc depuis 3 ans, vous baissez toutes les subventions aux associations. Depuis 3 ans, vous supprimez des postes d'agents. Et vous prenez 300 € d'augmentation. Justifiez-le. On ne supprime pas forcément, on supprime pas. Je rappelle. Non, mais je vais répondre, puisque la question m'est directement adressée, elle me concerne. Je peux percevoir 110%. Je ne suis toujours pas au maximum global. Je donnais beaucoup plus. Je peux vous donner le chiffre de ce que j'ai donné en 3 ans, si vous voulez, pour vous donner une idée de la somme que je n'ai pas gagnée. N'importe. Oui, vous avez les 10%, vous étiez à 100,6 au lieu de 110 que vous auriez pu. Je vous demande comment vous justifiez l'augmentation de 100 à 107. C'est un choix encore. Monsieur le maire, quand dans une société on s'augmente, c'est que mais je travaille, il y a quelque chose derrière. Donc donnez-moi 300 € par mois, justifiez-le. Alors déjà, c'est pas 300 €. Merci. Non, non. D'après les calculs, c'est du brut, donc ça fait... Et alors, on parle en brut. L'indemnité 2016 devait être à peu près de 3 826,57 € et l'indemnité 2017 devrait être aux alentours de 4 119,98 €. En brut, certes,
Mais il y a quand même 300 € d'augmentation. Donc moi je ne suis pas contre une augmentation, mais il faut une justification derrière. Ce n'est pas une augmentation, c'est une partie d'indemnité que je donnais à mon premier adjoint. Les 110% sont le montant maximum. Est-ce que je peux répondre? Les 110% sont le montant maximum autorisé. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. D'autant plus que la réponse, je vous l'ai donnée en commission, cher monsieur Saint-Pénère. Concernant la répartition des indemnités, il y a eu un certain nombre d'accords entre différents élus en 2014. Il se trouve qu'entre 2014 et aujourd'hui, certains élus de la majorité, le maire et certains adjoints, perçoivent également une indemnité auprès de GPSC. Et donc nous avons pris la décision pour certains d'entre nous de revenir sur la répartition de nos indemnités, sachant que je continue à donner une partie de ce à quoi j'ai droit au premier adjoint. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je ne vote pas une augmentation, en fait, je diminue un peu moins ce que j'ai le droit de percevoir. C'est différent. 7%, c'est pas un peu moins, monsieur le maire. Et comme vous le dites, vous avez une indemnité à GPSO que vous n'aviez pas pris en compte lors de votre élection. Oui, je suis aussi conseiller régional et j'ai une autre indemnité. Exactement, vous êtes proche de l'écrètement, je pense. Vous plaisantez? Vous plaisantez, l'écrètement, c'est plus de 7 000 €, c'est les députés. Franchement, Saint-Pénère, là, vous ne... Monsieur Saint-Pénère, vous ne participez pas, là, en ce moment, à élever le débat. Là, vous êtes dans le caniveau. Je pense que vous avez bu trop de champagne après l'élection législative. Non, il n'y a aucun champagne qui a coulé. J'essaie simplement d'élever le débat, mais comme vous êtes un peu lourd, j'ai du mal, effectivement. C'est vous qui dites ça. Allez, on s'arrête là. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? L'enveloppe diminue en ne remplaçant pas par un adjoint. La répartition est différente, mais ça ne coûte pas plus cher à la collectivité, monsieur Affan. Donc ne dites pas n'importe quoi. Mais je suis sûr que lorsque certains d'entre vous, ce que je ne souhaite pas, auront des indemnités, ils renonceront bien entendu à leur indemnité et continueront un engagement politique totalement bénévole. Je vous remercie. Point numéro 4, adaptation du tableau des effectifs, réforme TPCR de la filière police municipale et création de postes. Toujours Mme Ferrand-Moguero. Réforme du parcours professionnel des carrières TPCR. Dans le cadre du parcours professionnel des carrières et des rémunérations TPCR, pour les fonctionnaires de catégorie C de la filière de police municipale, il convient d'appliquer la nouvelle architecture des carrières du cadre emploi des agents de la police municipale à compter du 1er janvier 2017. Cette modification des carrières s'organise ainsi pour les grades de ce cadre d'emploi d'agents de la police municipale. Ancienne situation, nouvelle situation. Dans l'ancienne situation, les gardiens de police municipaux et les brigadiers de police s'appellent maintenant gardiens brigadiers de police municipale. Dans l'ancienne situation, le brigadier chef principal de police municipale s'appelait donc cela, et maintenant il s'appelle le brigadier chef principal de police municipale. 2. Création de poste. Pour pallier à la demande d'un agent réintégré après une mise en disponibilité pour convenance personnelle au 15 août prochain, il convient de créer un emploi d'auxiliaire de puériculture principale de 2e classe, permanent, à temps complet. En outre, pour le service de la police municipale, il est prévu de recruter un coordonnateur CLSPD, Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, et un assistant administratif en créant 2 postes permanents d'adjoint administratif à temps complet. Par ailleurs, au sein du pôle de l'éducation, il convient de créer un poste permanent d'adjoint administratif à temps complet. Enfin, en vue de la prochaine rentrée scolaire d'animation 2017-2018, il convient de créer les emplois suivants: un emploi d'adjoint territorial d'animation permanent à temps complet, 2 emplois d'adjoints territoriaux d'animation permanent à temps non complet à raison de 22 heures hebdomadaires. Il est rappelé qu'à ce jour, le tableau des effectifs comprend 332 postes répartis comme suit. Catégorie HC 2, A 12, B 52, C 266, total 332.
Or, il s'avère que le tableau des effectifs doit aujourd'hui être modifié, soit cette création de poste est partie comme suit: A0, B0, C7. Si ces mesures sont adoptées, le tableau des effectifs totaliserait 339 postes répartis comme suit: catégorie HC 2, création 0, effectif futur 2; catégorie A 12, création 0, effectif futur 12; B 52, création 0, effectif futur 52; C 266, création 7, 273, effectif futur. Total 332 actuellement, 7 recrutements, donc 339 dans l'effectif à venir. Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur ces créations de postes. Monsieur le maire, juste une question concernant les effectifs de police municipale. Je vois qu'il y a 6 emplois de gardien brigadier et 1 emploi de brigadier chef de la police municipale. Les ASVP sont compris dedans ou sont en plus? En plus. En plus? Oui, oui, c'est en plus. D'accord. Ils apparaissent comment dans le tableau des effectifs? Sous quelle rubrique? Ça dans quelques minutes. Merci. C'est la chef de la police qui va nous dire. Pas de problème. Ça encore mieux. D'autres remarques? Monsieur Affan? Oui, une question, monsieur le maire. J'aimerais savoir quelle est la finalité de l'emploi concernant le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. À quoi ça correspond? C'est l'organisation en amont, en aval de cette instance très importante qui concerne, comme son nom l'indique, la prévention de la délinquance. Donc d'ailleurs nous en organisons un avant l'été, avec tous les partenaires institutionnels concernés, la préfecture, la sous-préfecture, le représentant bien entendu, la police nationale, les bailleurs sociaux, les chefs d'établissement scolaires, etc. Donc c'est une instance qui vise à améliorer la tranquillité, la sécurité publique sur la commune de Mantes-la-Ville, proposer des mesures, des dispositifs en matière de prévention et aussi en matière de répression. Elle a déjà siégé auparavant? Alors en fait, nous avions, c'était un policier municipal qui se chargeait de cette mission auparavant, qui c'est quasiment un temps plein, qui se consacrait uniquement à ce travail qui est administratif. Et là, nous avons fait le choix donc, de laisser notre policier municipal sur le terrain et de recruter un administratif pour se charger exclusivement de cette mission. Madame Brochot. Est-ce que pour répondre à M. Affan, effectivement, le CRSPD existe depuis 2003-2004 et le coordinateur CRSPD, on avait choisi, et mon prédécesseur aussi, qu'il soit en dehors de la police municipale, puisque ça ne concerne pas que les actions de répression, mais il y a aussi tout ce qui est prévention. Merci. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5. Donc pour répondre à votre question concernant les ASVP, donc ce sont des agents administratifs qui sont recrutés dans le cadre de contrats aidés. C'est la raison pour laquelle ils n'apparaissent pas dans ce tableau concernant les agents de la police municipale en tant que tels. Point numéro 5, nous passons au service des affaires financières. Créances éteintes, je cède la parole à M. Morin. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les dettes non réglées à la clôture de la procédure font l'objet d'un effacement. Les créances de la collectivité envers ces tiers sont alors dites éteintes. Le comptable public de la trésorerie de Mantes-la-Jolie a fait parvenir en date du 4 mai 2017 à la commune une liste de titres de recettes qu'il n'a pu recouvrer et dont il demande l'effacement car la famille a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. L'extinction de dette s'élève à un montant total de 435,25 €. Ces dernières portent principalement sur les prestations périscolaires. Délibération habituelle, pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 6.
Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, CLEC, année 2016. Pour M. Morin. La fusion de 4 communautés d'agglomération et de 2 communautés de communes a permis la création d'un nouvel EPCI à compter du 1er janvier 2016, la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise. Selon le Code général des impôts, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges a été créée par délibération de la communauté urbaine GPSCO les 9 février et 24 mars 2016. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises uniques par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. La commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'EPCI et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. Dans ce contexte, la CLEC est amenée à se prononcer sur les évaluations de charges suite au transfert de compétences des communes membres vers la communauté, mais également de la communauté vers les communes membres, ainsi que sur les charges préalablement transférées. L'évaluation des charges transférées par la commune de Mantes-la-Ville à la communauté urbaine GPSCO a été estimée par la CLEC à 1 173 129 €. En date du 4 mai 2017, la communauté urbaine GPSCO a notifié à la commune de Mantes-la-Ville le rapport 2016 adopté par la CLEC lors de sa réunion du 3 mai 2017. Une fois adopté au sein de la CLEC, le rapport doit faire l'objet dans un délai de 3 mois à compter de sa transmission par le président de la CLEC d'une approbation par la majorité qualifiée des communes membres, soit les 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2 tiers de la population. Donc dans la délibération, dans vos dossiers, vous avez le rapport complet qui est joint et qui retrace l'ensemble des travaux qui ont été effectués durant l'année 2016 par cette commission. Et je précise que, bien entendu, cette délibération, comme les autres, ont été abordées lors de la commission finance. S'il y a des questions, des remarques sur ce rapport. Madame Brochot. Ce rapport, vous approuvez ou vous n'approuvez pas le rapport? Nous allons proposer d'approuver ce rapport. La question nous a été posée en commission. Bon, vous connaissez nos réserves quant à la création à l'époque de la communauté urbaine, le Grand Paris Seine-et-Oise, tout ce qui va un peu avec, c'est-à-dire le transfert obligatoire et donc la perte de compétences et de pouvoir polonais pour toutes les communes et les municipalités. Toujours est-il que la réalité s'impose à nous. Et en ce qui concerne l'élaboration de ce rapport, qui avait d'ailleurs été refusé dans un premier temps par la CLEC elle-même, avant de passer en conseil municipal, c'est cette commission qui est à la fois composée d'élus, dont nous faisons partie, on a 3 élus de la majorité municipale et aussi d'autres citoyens du territoire, et donc ce rapport refusé dans un premier temps. Mais là, dans la mesure où la réalité s'impose à nous avec cette communauté urbaine, et dans la mesure où à la fois sur le mode de calcul et sur le montant qui nous est proposé, nous n'avons pas de remarques particulières à énoncer, nous proposons de l'approuver, sachant que de toute façon, si nous les approuvons, ça changera vraisemblablement pas grand-chose. Juste une précision, M. le maire, effectivement, je vous avais posé la question lors de la commission finance, mais par contre, j'avais eu comme réponse, c'est simplement pour que le débat soit clair, vous verrez bien le jour du conseil municipal. Voilà. Donc, je précise, puisque vous m'aviez demandé aussi ce qu'on avait voté en tant que membre de la CLEC, et nous étions absolus. Pour nous laisser le temps de prendre notre décision. Je crois que voilà, un coup d'épée politique dans l'eau, ça sert absolument à rien. C'est simplement pour que les gens dans l'assistance ne pensent pas qu'on se fait des confidences. Non, mais il y a des commissions avec des questions et des réponses, comme ici d'ailleurs, sauf que il y a un peu moins de monde dans les commissions, mais ça fonctionne de la même manière. Et je tiens à préciser que je fais les mêmes réponses en commission ou en conseil municipal, qui est pour 2 personnes ou 100 000 personnes, je suis toujours le même en ce qui me concerne. Dans ces charges transférées, il y a notamment tout le personnel
n'êtes pas sans savoir qu'actuellement les rues de Mantes-la-Ville sont dans un état de saleté qui est innommable. Donc quelles dispositions vous pouvez prendre auprès de la communauté urbaine pour que la ville soit nettoyée correctement? Madame Brochot, je vous remercie de votre question parce que le débat n'est pas tant sur ce rapport de la CLEC et sur le montant des charges évaluées. Le vrai débat est sur la capacité de la communauté urbaine à assumer ses nouvelles compétences, à commencer par la propreté. Et effectivement, la communauté urbaine a récupéré effectivement la propreté au 1er janvier 2017, sachant qu'elle avait récupéré, vous le savez, au 1er janvier 2016 lors de sa création, mais que nous avons dépassé ici même et voté et délibéré sur des conventions de gestion provisoire, je ne reviens pas sur tout l'historique, mais effectivement, après 6 mois de récupération, si j'ose dire, officielle et effective, nous pouvons tous constater, à Mantes-la-Ville et ailleurs, d'ailleurs, Madame Brochot, puisque je ne suis pas dans cette commission-là, mais je sais que Madame Furor-Noguerou est membres de la commission GPSO, il y a tous les maires se plaignent, que ce soit des grandes communes, des moyennes communes, des petites communes, tous ont constaté une dégradation en ce qui concerne ce service. Il y a aussi une parenthèse qui n'était pas notre fait, mais une parenthèse aussi en ce qui concerne la réfection de la voirie. Vous avez d'ailleurs indiqué, et je le fais ici aussi ce soir au conseil municipal, que le GPSO va pouvoir reprendre aussi les opérations de réfection de voirie, et c'est la voie de la rue des Merisiers qui a été choisie à Mantes-la-Ville, de l'intersection avec la rue Maurice Berthaud jusqu'à l'intersection avec la rue Michel. Nous n'aurons a priori qu'une seule voie à Mantes-la-Ville pour 2017, mais c'est une très grande voie, et je trouve que c'est un bon choix parce que c'est très dégradé, et en même temps c'est très passant, c'est un des axes majeurs de Mantes-la-Ville. Et donc pour revenir sur la propreté, oui, je pense que nous serons amenés à prendre des décisions fortes. Pour l'instant, je vous rappelle qu'en ce qui concerne la propreté, nous continuons à être une porte d'entrée pour les citoyens de Mantes-la-Ville, c'est-à-dire que les plaintes, nous les recevons et nous les transférons au service concerné à GPCO, mais nous pouvons remarquer que la réactivité est très très faible, pour ne pas dire inexistante. Donc on va procéder avec... vous voyez, on parlait tout à l'heure des procédures juridiques qui coûtent cher. On en est presque, voyez-vous, à solliciter des constats par l'huissier pour motiver, je dirais, un peu plus la communauté urbaine à agir et assumer enfin sa compétence. Ça pourrait commencer par ce type d'action, un peu symbolique, mais qui fera parler. Je ne pense pas que ce soit comme ça avec une procédure qui fasse agir, mais plutôt vraiment de rechercher quelque chose. Il ne faut pas voir que le transfert de personnel, ce n'a pas été qu'un argument financier derrière, qui je vous demande. Quels moyens prenez-vous? Vous n'êtes pas vice-président de la communauté urbaine et on voit bien que Mantes-la-Ville n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit sur avoir... Madame Brochot, vous êtes vous-même élu GPSCO et vous êtes proche de la majorité. J'attends beaucoup de vous pour faire améliorer la situation sur ce point. Je vous fais confiance, Madame Brochot. On connaît votre aura et la longueur de votre bras et votre pouvoir d'influence dans tous les réseaux du PSCO. Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste une donnée à titre d'information. Hier soir, je participais à la commission Affaires Générales à GPSO et justement le sujet a été abordé également dans cette commission, notamment lors de la modification du tableau des effectifs. Et il a été indiqué que sur le transfert de personnel, il avait été transféré 240 agents donc, de l'intégralité des communes, et qu'en vérité, la communauté urbaine en attendait 4 à 500 lors de ce transfert de compétences de voirie. Donc il y a des communes comme Mantes-la-Ville qui a joué le jeu en transférant son personnel, et d'autres communes qui ne l'ont pas joué, et c'est l'ensemble du territoire qui finalement en ressort perdant sur ce sujet de la propreté de la voirie pour l'instant. Alors moi j'étais à la commission voirie hier soir, parce que j'en fais partie. Alors je ne vais pas vous rassurer du tout, parce que tous les maires effectivement sont très mécontents et ils l'ont encore rappelé hier. Il manque du personnel, il manque de personnel compétent, il n'y a pas de surveillance, il manque aussi de cadres pour essayer dans les communes, c'est un petit peu tout et n'importe quoi lorsque les personnes vont faire le travail. Donc il y a une remise à plat à faire totale dans ce domaine, sauf que
le vice-président, il n'a pas l'air de trop savoir non plus comment s'y prendre, à part recruter. Pour l'instant, je dois dire qu'on est un peu dans le flou artistique et c'est bien dommage. Oui, et malheureusement, c'est ce qu'on craignait tous, puisqu'on sait qu'une fusion de 6 établissements publics, forcément, ça allait provoquer dans un premier temps une très grande désorganisation et une incapacité à assumer ces nouvelles compétences. On peut espérer que ça va s'améliorer un peu avec le temps, mais pour autant, on n'en restera pas là, bien évidemment. Je vais, dans un premier temps, bien communiquer auprès des Mandulois pour leur expliquer que ce n'est pas la responsabilité de la commune, mais que pour autant, je ne ferai pas rien d'ici 2020, si vous voyez ce que je veux dire. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'approuver d'approuver ce rapport. Si des gens qui souhaitent les approuver. On va peut-être du fait que c'est pas très propre, on va peut-être dire que ça tient, on n'approuve pas, parce que si on fait des transferts de charges qui ne correspondent pas à la réalité, à la qualité de l'entretien des produits, pourquoi l'approuver? Vous avez raison, mais c'est une. Le problème, c'est que en fait, c'est matériellement qu'ils n'ont pas la capacité d'assumer aujourd'hui. Ça va sans doute, j'ose espérer que ça va s'améliorer, mais on ne restera pas sans rien faire si ça ne s'améliore pas. Croyez bien qu'on sera très vigilant parce qu'effectivement, la propreté, c'est l'image de la ville, c'est aussi l'image de la majorité municipale, parce que c'est quelque chose immédiatement très visible. Et quand je vois certaines rues, pour ne parler que d'une seule, puisque j'ai été alerté par un administré sur le marché au début du mois de juin, je l'ai revu lors des élections, parce qu'il est venu me voir, il habite rue de Lille. Allez voir la rue de Lille. J'ai pris des photos ce matin. On se croirait en Amazonie. Se croire en Amazonie, c'est incroyable. Très bien. Je viens Tener, Rochaud, non, vous approuvez. Point suivant, on en a terminé avec les finances, on passe au service technique. Point numéro 7, dépôt de demande d'autorisation de travaux concernant les aménagements à réaliser sur les bâtiments dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée de la commune. Bonjour M. Morin. La mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité de la commune est en cours d'étude de conception. Les aménagements à réaliser pour les sites énumérés dans le tableau joint nécessitent le dépôt d'une autorisation de travaux pour chacun d'eux, les bâtiments étant classés établissements recevant du public. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer les dossiers de demande d'autorisation de travaux portant sur les travaux d'aménagement à réaliser au titre de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité de la commune sur les sites énumérés dans le tableau joint. Madame Rochaud. Dans la liste des bâtiments, vous avez la bibliothèque du Bel-Air. De mémoire, la bibliothèque du Bel-Air n'est pas dans le patrimoine de la ville. C'est un local de résidence. C'est une erreur, c'est vrai. Bon, je crois qu'on l'a déjà mise dans un tableau précédent, on a déjà eu la remarque, et elle est restée, comme quoi elle est coriace, cette bibliothèque du Bel-Air. Ça n'a jamais été la propriété de la commune, effectivement. Pas d'autres remarques ou questions? Je vous propose de passer au vote. Faites-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 8, délégation du conseil municipal au maire afin de déposer des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, la transformation et l'édification des biens communaux. Oui, sur le même thème, afin d'alléger les procédures administratives des futures demandes d'autorisation d'urbanisme, il convient d'adopter la délégation prévue à l'alinéa 27 de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cette nouvelle délégation permet au maire de déposer les futures demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires au bon avancement des dossiers en cours et à venir. Ces autorisations concernent les demandes suivantes: les permis de construire valant division, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable de travaux, déclaration préalable valant division.
et les demandes d'autorisation à venir concerneront la création de la MSP et réaménagement du CDS Augustin Serre, l'école Mantes U, et enfin les 50 sites concernés par l'agenda d'accessibilité programmée. C'était pour voir si vous suiviez, Mme Brochot, vous avez l'œil. Bravo. Des remarques, Monsieur Affan? Oui, quelques-unes, parce que j'ai toujours un peu de difficulté avec les autorisations générales et absolues. Alors là, vous demandez au conseil municipal de vous autoriser à avoir tiré les manies, finalement, pour pouvoir démolir, reconstruire, aménager, déclaration préalable des travaux. Dans la décision, vous ne limitez pas effectivement à la finalité de ces permis et autorisations d'urbanisme, alors que précédemment, vous les sollicitez parce que voilà, les demandes d'autorisation à venir concernent un certain nombre de projets, donc il y a une espèce de discordance entre la délibération que vous soumettez au conseil et la finalité du projet que vous entendez effectivement demander cette autorisation. Mais moi, ce qui m'interpelle, monsieur le maire, c'est que pourquoi vous demandez ça? Parce que c'est la loi. Et d'autre qui le permet. D'autre part, je crois savoir que la gestion de l'urbanisme, par vous-même récemment, a été condamnée par le tribunal administratif en matière de refus de délivrer des permis de construire. Oui, sur la trésorerie, oui. Je vois pourquoi aujourd'hui on vous donnerait un blanc-seing pour pouvoir agir. Est-ce que vous avez une astreinte? Est-ce que vous avez des délais? Pourquoi vous vous empressez de demander une pareille demande à votre conseil municipal? Alors, je vais vous répondre très directement et très sincèrement. C'est une demande expresse de nos services, puisque comme vous le savez, cette délibération va nous permettre d'alléger considérablement tout le travail administratif de nos services, sachant que tous les sites dont on parle, notamment concernant la programmation de la date, devraient, si nous ne faisons pas passer cette délibération, voilà, on devrait faire passer 50 délibérations, 50 donc soit de... Ça nous permettrait à nous aussi de pouvoir apprécier ce qui s'est passé, c'est important. Oui, mais on s'est engagé, la loi nous contraint, nous avons pris un engagement et la loi nous contraint, nous avons fait un plan de financement pluriannuel, etc. Nous allons forcément permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à tous les bâtiments communaux. Voilà. Pour revenir sur votre exemple de la trésorerie, sachez que refuser un permis de construire ou l'appréhension, c'était à l'époque des décisions du maire qui ne nécessitaient pas de passage en délibération au sein du conseil municipal. Et d'ailleurs, pour l'appréhension, on n'est plus ce droit, parce qu'on a transféré le droit de prévention urbain à la communauté urbaine. C'est un des pouvoirs, des compétences du maire que nous avons perdu. Certes, mais au regard des décisions juridictionnelles qui ont été rendues, vous n'avez pas fait un très bon usage de ces pouvoirs-là, monsieur le maire. D'ailleurs, vous avez des problèmes un peu regrettables. Mais moi, ce qui m'intéresse... Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait concernant la trésorerie. Je l'assume totalement. Vous relirez leur demande non seulement administrative. Oui. Non, mais vous savez, ne soyez pas trop rapide sur ça, parce que je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire la Gazette des Yvelines de cette semaine. Non, j'ai juste lu votre demande. Vous savez, le préfet des Yvelines qui m'accuse d'abus de pouvoir a été condamné pour avoir diligenté une perquisition chez le président de l'autre association musulmane. Mais ça, monsieur le maire, ne regardez pas, c'est de la confusion, moi je parle de la gestion. Non, c'est pas de la confusion. Vous voyez, il n'y a pas que les maires qui peuvent commettre des abus de pouvoir, les préfets également. Ils peuvent se tromper. Là, monsieur le maire, vous confondez la gestion effectivement de ce dossier, l'usage de certains pouvoirs qui nous sont attribués également, et vous faites une espèce de parallèle avec quelque chose dont je ne connais pas et je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'intimité de ce dossier, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement... C'est pas la presse locale. Oui, parce que on est informé sur certaines réserves. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que la délibération que vous soumettez au conseil municipal, elle est large, elle n'est pas limitée. Vous comprendrez que compte tenu du fait que vous demandez même si ça peut alléger la charge de travail de l'administration, et alors qu'elle n'est pas limitée, qu'elle n'est pas précise, on votera plus. C'est votre droit le caustique, et je me permets de préciser, c'est peut-être ce que Laurent voulait dire, que automatiquement, tous les nouveaux maires élus en 2020 bénéficieront de ces nouveaux droits. Donc en fait, on ne fait qu'annoncer de 3 ans. C'est pas parce que la loi très certainement parfois la loi, parce que la loi impose certaines choses qu'en ma qualité d'opposant, je peux veiller votre droit le plus strict. La démocratie et le débat. Donc voilà, j'apprécierais de pouvoir. Madame Moret. Est-ce que quand vous faites un package entre le permis de construire et les permis classiques, il y a des permis de démolir qui sont prévus dans la longue liste? Là en cours. Non.
Absolument aucun. Et je précise, mais ça c'est un engagement sous l'honneur en quelque sorte que je prends. Évidemment, on ne va pas détruire un monument symbolique sans passer par un conseil municipal et un débat. Ce serait vraiment se tirer le balle dans le pied. C'est la moindre des choses. Non, mais vous n'avez pas de garantie, mais vous n'avez pas beaucoup de garanties de toute façon. Vous êtes obligé de me faire confiance d'une certaine manière. Monsieur Xavier. Monsieur le maire, vous me faites peur quand vous parlez. Moi, vous me faites rire quand vous parlez. Bah ouais, mais quand vous dites à monsieur Affan, je vais vous dire très franchement, ça veut dire que d'habitude, vous ne me parlez pas franchement. Et faites attention quand même. Bah oui, c'est quand même inquiétant. Vous n'avez pas l'habitude de parler franchement? Encore plus franchement que d'habitude. Ouais, c'est inquiétant quand même. Heureusement que vous êtes là, monsieur le maire, pour égayer nos longues soirées d'été. Et bah, si vous comptez sur moi pour les égayer, vous avez vraiment que ça à faire. Bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 9, bilan des sessions et des acquisitions l'année 2016. Oui, un premier point sur le cadre juridique. Conformément aux dispositions de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants doit donner lieu chaque année à une délibération du conseil municipal, étant entendu que l'ensemble des cessions et acquisitions exercées par la commune a déjà été soumis à l'approbation du conseil municipal pour chacune d'entre elles. En ce qui concerne la stratégie de la commune en matière d'acquisition et de cession foncière, les cessions et acquisitions de la commune sont réalisées dans le but, premièrement, de mettre en œuvre les projets définis par la municipalité, deuxièmement, de gérer au mieux le patrimoine bâti, et enfin, d'assister la communauté urbaine GPSCO dans la mise en œuvre de ses compétences. En 2016, la ville a réalisé des cessions pour un montant total de 436 001 € et a réalisé des acquisitions pour un montant de 7 137,30 €. Un tableau récapitulatif des cessions et acquisitions réalisées en 2016 est annexé à votre rapport. Monsieur Centenaire. Et je vais encore vous faire rire, monsieur le maire. Non, simplement, on en a discuté en commission, monsieur le portait à la connaissance de l'Assemblée et du public. Il y a quelques temps, je m'étais inquiété de la vente d'une parcelle qui s'est située dans la zone de la couleur. À une société qui n'était pas encore créée, enfin c'était pas très clair, et nous en avons discuté lors de la commission. Cette société n'a pas eu le crédit pour pouvoir acheter. Donc l'inquiétude que j'avais était quand même relativement fondée. Effectivement, je me permets de préciser qu'il s'agit de différents lots, avec des places de parking, je crois, concernant qui sont situés dans la zone industrielle de la couleur, et l'acquéreur potentiel s'est désisté, c'est la raison pour laquelle la session ne s'est pas faite, tout simplement. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il Madame Guylaine? Juste pour préciser que Madame Laurentine ne prendra pas part au vote. C'est vrai, elle est concernée par une des sessions à l'euro symbolique. Merci de ce rappel, Madame Guylaine. Je vous propose de passer donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Et on a bien noté donc la non-participation de Madame Lavancy. Dernier point à l'ordre du jour, point numéro 10. On passe au pôle de la vie sociale. Il s'agit d'une subvention du commissariat général, ça aussi c'est très peur, à l'égalité des territoires pour les actions tant par enfant, ateliers de vie quotidienne et prendre accès au droit. Et je cède la parole à Mme Jeunesse. Par courrier du 17 mai 2017, M. le préfet de Yvelines a fait savoir au maire de Montpellier qu'une subvention de 18 000 € était accordée à la commune par le commissariat général à l'égalité des territoires. Cette subvention concerne les plans parents-enfants, des ateliers de vie quotidienne et des points d'accès au droit, toutes activités qui se déroulent dans les CVS. Donc, retenu l'attention du commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, voter maintenant, c'est prendre acte et permettre de cette subvention, permettre à la commune de la toucher.
discussion particulière, je crois que la délibération est très claire. Non, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé en ce qui concerne les délibérations et à ma connaissance, nous n'avons reçu qu'une seule question diverse. Du groupe de Madame Brochot. Je voulais savoir quelle était votre politique en matière de construction, notamment dans le périmètre gare, parce qu'on voit des permis de construire. Donc, quelle est la politique de construction de logement dans le périmètre gare? On voit actuellement des permis de construire, de construction importante, je crois que c'est 120 logements du Pasteur. 142. Voilà. Derrière, c'est important, c'est dans le périmètre de la gare. Et donc derrière, il faudra les équipements publics, les groupes scolaires sont saturés. Donc nous, on avait une convention avec les filles parce qu'on voulait maîtriser la construction dans ce périmètre, sachant que derrière, je crois qu'on peut y faire 700 logements sur les terrains en ballon. Et il faudra prévoir un nouveau groupe scolaire, donc un type de sortie de ce permis de construire qui vient d'être accordé. Alors, je vous remercie pour votre question, Madame Brochot, parce que c'est une question qui est importante, intéressante et une vraie question de fond. Ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les questions que nous recevons habituellement. Plus sérieusement, même si j'ai été très sérieux pendant tout le conseil municipal, monsieur Ziataner. Sur le permis de construire dont vous parlez, effectivement, il s'agit donc d'une parcelle, d'une petite parcelle, si j'ose dire, appartenant à l'entreprise Palo, qui est une entreprise qui fabrique des stores en bois. L'entreprise est présente à Mantes-la-Ville depuis de très nombreuses années. Et la famille qui possède ce patrimoine foncier souhaite depuis de nombreuses années valoriser une partie de sa parcelle, sachant que l'activité industrielle continue toujours actuellement. Dès le début de notre mandat, effectivement, un membre de cette famille nous a sollicité pour nous prévenir de son intention. Et dans la mesure où il nous a sollicité dès le début du mandat, j'imagine, Madame Brochot, vous avez dû vous aussi le recevoir au moins à la fin de votre mandat. On l'a reçu tout à fait dans le début du mandat, et c'est pour ça qu'on avait conventionné avec les filles pour mettre tout le périmètre sous surveillance. Vous avez dû retrouver, il y a toute une étude urbaine qui a été faite, avec notamment les entreprises, voir comment on pouvait articuler. Il y a eu un dossier qui était comme ça, qui a été rendu. Très bien, je prends note de votre réponse. Toujours est-il que ce monsieur nous a sollicité pour nous indiquer qu'il souhaitait valoriser ce foncier. Nous l'avons orienté, nous avons tenté de l'orienter vers un autre projet de logement, mais un projet totalement différent, qui est une résidence pour seniors. Vous savez qu'on souhaite depuis 3 ans à trouver un propriétaire et des bailleurs, un promoteur pour réaliser ce type d'opération qui manque à Mantes-la-Ville. Après un certain nombre de tentatives et après 3 ans d'essai, ce propriétaire n'a pas pu obtenir gain de cause en quelque sorte, et donc il a souhaité valoriser par une opération, on va dire classique, de logement en accession à la propriété. Alors pour le coup, je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire que cette opération de 142 logements, c'est très important. Effectivement, c'est une opération qui va affecter l'augmentation de la population, qui va peser notamment sur les effectifs scolaires, mais comme d'autres, puisque depuis notre arrivée,
les opérations qui ont été livrées ont toutes été engagées sous le mandat précédent. L'opération de la rue des Prés, c'est le cas, parce qu'on a été sollicité dès le début avec les anciens services. Il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. Je pense à l'opération de Marcel Sanda. Je pense à l'opération en cours sur l'ancienne Biocop. Je pense à l'opération sur non, mais je fais une réponse globale. Sur cette opération-là de terrain ballot, on peut commencer par 144 logements, on peut finir à 800 logements. Non, mais laissez-moi terminer ma réponse. Je fais une réponse globale. Il y a une autre opération qui est en cours et qui subit un certain nombre de recours de la part d'administrés rue de Dreux également. Et tout ça, c'est uniquement pour vous dire les opérations qui ne sont pas comprises dans la ZAC Mentu. C'est-à-dire que là, je n'ai pas parlé de la ZAC Mentu, sachant qu'il y a 1200 logements qui étaient prévus à l'origine, sachant qu'il n'y a qu'un petit morceau en quelque sorte qui a déjà été livré. Sur les premières livraisons, d'ailleurs, il y a des résidences étudiantes, donc voilà. Il faut voir aussi le type d'opération, c'est-à-dire qu'une résidence étudiante ou une résidence pour seniors, c'est évidemment pas le même impact sur les services publics qu'une opération de logement classique. Effectivement, ces secteurs de la commune proche des gares attirent la convoitise des promoteurs. Les propriétaires de ces parcelles foncières sont évidemment tentés de céder à la sollicitation également de ces promoteurs, puisque lorsque vous vendez un terrain de plusieurs centaines ou attentionné de plusieurs milliers de mètres carrés, quand vous le vendez à un promoteur pour faire du logement collectif, c'est pas le même prix que quand vous le vendez pour faire des maisons individuelles. Donc on peut aussi comprendre la volonté des propriétaires de se diriger plutôt vers ce type de cession. Ceci étant dit, nous avons conscience et nous en avons déjà débattu ici au sein de ce conseil municipal, et vous avez d'ailleurs, Madame Brochot, énoncé tous les éléments avec lesquels nous sommes d'accord. Il est important de maîtriser l'urbanisation et donc l'augmentation de la population à Nantes-la-Ville, notamment sur ces secteurs, mais d'ailleurs, je l'ai prouvé en vous énonçant tous les autres projets, même ceux qui sont éloignés des gares. Il faut veiller à maîtriser l'urbanisation parce que l'impact sur les services et notamment les écoles sera le même. Il faut savoir, et vous savez déjà, mais je le répète, que nous avons passé un certain nombre de délibérations sous l'instigation et sous l'égide en quelque sorte de la communauté urbaine GPSO pour instituer à la fois des périmètres de sursis à statuer et également des périmètres de gel pour justement différer dans le temps ces différents projets, voire les geler totalement pendant plusieurs années. Nous parlions tout à l'heure de droit à l'urbanisme en quelque sorte et de procédure. Vous le savez, un maire n'a pas tous les pouvoirs. Je ne sais pas si M. Affan va le regretter, mais un maire n'a pas tous les pouvoirs en matière d'urbanisme. De manière générale, le droit en matière d'urbanisme est assez permissif et est plutôt du côté des propriétaires. On peut le regretter, le déplorer ou au contraire l'approuver, peu importe, c'est une réalité. On a évoqué tout à l'heure la préemption. Vous voyez, une préemption, ça ne fonctionne pas toujours forcément. Quelqu'un qui est propriétaire, que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise ou encore autre chose, il a beaucoup de droits pour valoriser son foncier. Et en réalité, lorsqu'un maire accorde un permis de construire, il ne faut pas y voir forcément une approbation totale du projet en lui-même. Il ne fait que valider un projet qui est légal sur le plan juridique et qui correspond à tous les critères en matière de droit à l'urbanisme. Néanmoins, il existe des recours, et d'ailleurs les administrés et les riverains
tout à fait le droit d'engager des procédures. Et en ce qui concerne ce projet Madame Brochot de la rue Pasteur, il se trouve que comme tout bon maire, je tiens mon bureau de vote numéro 1, et il se trouve que la rue Pasteur fait partie du bureau de vote numéro 1. Donc j'ai été, à l'occasion des élections législatives, sollicité, interpellé par un certain nombre de riverains de Pasteur qui m'ont indiqué qu'ils souhaitaient engager une voie de recours, ce qui est tout à fait leur droit, et ce que je peux tout à fait comprendre, sachant qu'au-delà des questions, par exemple, de l'impact sur les services publics, moi je pense aussi à un autre impact, c'est par exemple la question du stationnement, et vous savez qu'un maire, pardon, n'a pas le droit d'imposer un nombre de places de parking selon ou selon sa volonté. C'est évidemment très important, donc on a imposé le maximum légal qui est 1,5 places de parking par appartement. Moi je serais favorable à ce qu'on puisse aller au-delà de cette limite, mais malheureusement nous ne le pouvons pas. Donc si vous voulez ce projet, qui il est vrai est massif, mais néanmoins de qualité d'ailleurs, parce que sur le plan esthétique, architectural, le fait que ce soit l'accession à la propriété ne le rend pas immonde. Je pense que si ça avait été du logement social, le comportement de la municipalité aurait été tout autre. Mais le logement social n'est pas immonde. J'ai pas dit qu'il était immonde. J'ai dit que ce projet n'était pas immonde. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un autre point. C'est vous qui me faites dire ce que je n'ai pas dit et qui vous tirez des conclusions hâtives. Et je tenais simplement à rappeler que la commune de Mantes-la-Ville a été déjà très bien pourvue en matière de logement social, largement au-delà du seuil que lui impose la loi SRU, qui est de 25%, je vous le rappelle, pour les communes concernées, de plus de 1500 habitants dans les communes franciliennes. Et nous sommes, je pense, entre 35 et 40, puisque mécaniquement, depuis la production de logements en accession à la propriété, nous avons fait baisser la proportion de logements sociaux depuis 2014, depuis le début du mandat, ce qui était un de nos engagements. Donc pour terminer et conclure sur votre question, Madame Brochot, lorsque d'autres projets massifs de ce type seront proposés à la commune, sachant qu'il nous est arrivé d'en refuser un dans des conditions qu'on a déjà évoquées ici, parce que c'était une opération du promoteur Bouygues dans la rue des Belles-Lances en face du gymnase d'Herjaz de personnes 86 logements. Voilà, là nous avons dit que c'était absolument inacceptable, parce que dans votre question et votre alerte concernant l'impact sur les services publics, il est néanmoins aussi quand même important de préciser qu'il n'est pas idiot de densifier en matière d'urbanisation justement les secteurs proches des gares. Parce que parallèlement, et ça nous l'avons déjà passé aussi dans les délibérations, nous avons protégé un certain nombre d'espaces naturels pour éviter une urbanisation dans les secteurs qui n'ont pas à être urbanisés. Je me suis tourné vers une première adjointe urbaniste, je ne sais pas si je peux compléter ma réponse sur ces sujets-là, mais qui sont effectivement très importants parce que ce sont des sujets de fond. C'est à la fois la préservation d'une certaine identité de Mantes-la-Ville sur les secteurs pavillonnaires, parce que malheureusement, les promoteurs peuvent solliciter des propriétaires particuliers de plusieurs maisons individuelles contiguës pour faire des grands logements collectifs. Là, ce n'était pas le cas avec l'opération de la rue Pasteur, puisque c'était un site industriel. Donc là aussi, valoriser les friches enseignement industriel ou alors les friches de la SNCF par l'opération de la ZAC-Mentu, c'est pas idiot en soi, c'est pas idiot en soi de densifier dans les secteurs proches des gares, puisqu'on peut imaginer que certes, beaucoup utiliseront les transports en commun, et notamment le RER qui est amené à arriver, mais effectivement, et nous pouvons en prendre l'engagement ici ce soir, que ces opérations massives de plusieurs dizaines, quand ça dépasse la centaine de logements, seront différés dans le temps. Et je terminerai en disant que Mme Brochot, nous étions dans la même commission hier soir qui parle de ces questions-là. Il y a aussi une volonté d'harmoniser sur tout le territoire, justement qu'il n'y ait pas que du logement, mais aussi de l'activité, du travail, de l'emploi, pour éviter
éviter que les gens justement prennent leur voiture et polluent un peu plus la vallée de la Seine qui n'en a pas besoin. Et je m'arrêterai là parce que compléter, Laurent. Oui, juste ajouter un point, c'est que malgré l'instauration des périmètres de gel et des périmètres d'études sur une partie de la commune, justement, pour maîtriser cette densification, nous resterons malgré tout vigilants parce que dans le PADD, un des objectifs du PADD, le maire y a fait allusion, il s'agit pour préserver l'environnement aux alentours des zones urbaines, il s'agit de densifier les zones et les secteurs proches des gares. Donc effectivement, c'est quelque part contradictoire. D'un côté, on a ces périmètres de gel et d'études qui sont instaurés pour maîtriser la densification, et d'autre part, le PADD indique qu'un des objectifs est de densifier proche, dans les zones proches des gares. Donc nous resterons vigilants. Oui, il y a un droit de préemption qui existe du côté de GPSO qui veut maîtriser aussi les projets proches des gares. On l'a déjà évoqué ici, ils veulent préserver l'activité de nos deux facteurs d'instruments, Selmer et Buffet-Crampon. Un éventuel projet d'une école de formation concernant la musique et la facture instrumentale est toujours d'actualité. Donc nous serons vigilants avec GPSO. Là, il s'agit de travailler en bonne harmonie avec la communauté urbaine. On a en tout cas en théorie la même vision sur ces sujets-là, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de fond et important. Et je vous remercie de votre question, c'est important d'en parler ce soir. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vous rappelle, avant que vous ne partiez tous, que vendredi prochain, nous vous invitons à un conseil municipal extraordinaire concernant la désignation de suppléantes. Les élections, quand ça se finit, ça finit pas, ça recommence, hein. On n'en sort pas. Je vous rappelle que nous n'avions pas le choix de la date, hein. C'était imposé dans tous les conseils municipaux par arrêté électoral. C'est l'État qui l'oblige. Donc, alors il faut savoir qu'un certain nombre de conseillers de la majorité avaient des vacances prévues à cette période. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions avancé le conseil municipal d'une semaine. Donc voilà, je souhaite que l'opposition nous confirme que nous serons bien au moins 17, sinon, dans l'absence de quorum, nous nous retrouverons un 4 juillet, mais j'ose espérer que nous serons au moins 17 pour désigner, donc rapidement, hein, puisqu'il n'y aura pas d'autres points à l'ordre du jour, hein, pour faciliter le travail administratif de ce procès verbal, il n'y aura que l'élection des suppléants. En ce qui concerne l'élection sénatoriale, donc il y aura un bureau de vote, un président de bureau de vote, un isoloir, et donc on votera comme la loi nous l'impose pour désigner ces suppléants des groupes qui voudront bien déposer des listes. Voilà. Comment? Vous avez jusqu'à l'ouverture du bureau, je crois, jusqu'au dernier moment. Mais il faudra veiller à bien indiquer toutes les mentions obligatoires au risque de vous voir refuser. Voilà, mais vous allez recevoir une délibération vous indiquant voilà, tout le processus à respecter, sachant que vous savez, l'élection sénatoriale a lieu le dimanche 24 septembre, mais là on vous donnera les éléments d'ici là. Mais là pour l'instant, le conseil municipal extraordinaire, comme dans toutes les communes de France et de Navarre, concernant la désignation des suppléants, qui est une formalité obligatoire. Bonne soirée à tous, bonne fête de la musique, Madame Guylaine, et les autres. Je prendrai son ironie, monsieur le maire.